Nouvel épisode des Pieds de Vigne aujourd'hui. D'habitude, nous allons à la rencontre de vignerons, mais une fois n'est pas coutume, on sort des vignes pour découvrir le quotidien de Marie-Lou et Antonin. Ils sont paysans boulangers dans le sud des Deux-Sèvres et depuis leur installation, ils pensent le pain, de la graine au produit fini. On commence avec Marie-Lou dans son atelier de confection. Suivez-nous. Vous êtes allé voir les banques quand vous avez parlé de ce projet-là, comment elles ont réagi? Enfin, elles étaient genre OK direct ou... Au début, non, c'est pas gagné. Enfin, vraiment, tu vas et c'est des projets atypiques, donc déjà ça leur fait peur. Ça doit être chaud au début, parce que ça c'est pareil, toi t'as le savoir-faire et tout, mais le côté business et tout, tu le connais pas forcément, si? Nous, on a passé une formation un BPREA en 1 an avec Antonin, donc responsabilité agricole. Tu as des bases en fait en compta, tu fais un plan d'entreprise en fait, tu prévisionnes. Ouais, tu prévois la suite quoi. C'est ça. Et en fait, ça s'est fait, et aussi ça s'est fait rapidement parce qu'on avait besoin de s'installer vite. Parce que mon père il partait à la retraite et les banques elles l'ont senti, donc en fait elles ont été, celle qui nous a suivis en tout cas, elle a été très compréhensive et oui, parce que on là, a obtenu nos accords bancaires en 15 jours. Tout est parti de là et en plus on s'est installé vraiment au bon moment au niveau des taux et cool, peut-être un mois après ça commençait à réaugmenter comme il faut. Avant c'était donc ton père qui avait toute cette ferme et tout quoi. C'est ça, qui avait la ferme, qui avait pas du tout cette partie-là, qui était vraiment abandonnée on va dire. Ouais. Et lui il était sur l'élevage de chèvres. Lui, il avait un repreneur. Et puis, le repreneur, il l'a lâché genre 5 mois avant. Ah ouais, genre tout était OK et le gars a dit non. Ah putain, chaud. Donc, il était dégoûté, mon père. Et donc, je l'ai aidé à trouver des personnes pour la reprise. Enfin, j'en parlais en fait autour de moi. Puis, à un moment, je travaillais avec une fille à la boulange, j'étais salariée. Ouais. Et donc, il y avait une autre salariée avec moi qui voulait s'installer. J'ai dit, mais attends, mais ça te dit pas, il y a une ferme, mon père il vend sa ferme, il y a un potentiel de malade, c'est énorme et tout. Et puis en lui parlant, au bout d'un moment, je me dis, mais t'es con toi, pourquoi c'est pas toi pourquoi c'est pas nous quoi ouais. En fait. Donc je commence à en parler à Antonin. En fait, on voulait s'installer à la base, mais moi j'aurais été artisan, j'aurais acheté mes farines. Et lui, il voulait faire du maraîchage plutôt. On s'est inscrit en formation BPREA, ça faisait déjà 1 mois que c'était démarré, enfin on était en octobre ou novembre, tu vois, donc on a raté 1 mois de formation. Et on a tout lancé et en fait on s'est installé en 1 an quoi. Parce qu'Antonin, il faisait quoi lui avant? Ouais. Il était maître d'œuvre en bureau d'études bois charpente. Et après il a arrêté 2 ans, il a fait du maraîchage bio. Et donc c'est là où on s'est rencontrés. Tu as fait quoi comme étude? J'ai fait psycho, donc rien à voir. 3 ans de psycho, j'ai fait passer la licence. Je savais au bout de la L2 que ça serait pas, je continuerais pas. Je me suis dit bon, va au bout de ta licence. En fait, j'ai découvert le monde du bio en saison et j'aimais trop en fait. Et je me suis dit en fait j'ai envie de retourner à la campagne. Mais j'ai toujours eu ce truc de, je faisais plein de gâteaux. J'aimais. Oui, t'avais déjà de l'appétence pour ça. Et tout, ouais. Et je faisais mon pain maison. Et puis j'ai été testée en fait chez une paysanne boulangère. Et elle cherchait de la main d'œuvre à ce moment-là, donc elle m'a embauchée. En fait, tout a coulé. C'était trop bien parce que elle avait tellement débordé de travail. Du coup, elle m'a laissé un peu. Vas-y, genre débrouille-toi. Ouais, c'était un peu ça. Donc au début, j'étais un peu c'est chaud. Et en fait, c'est le plus formateur. C'est quoi ce pain là du coup? Donc là, c'est quoi celui-là? C'est fruits secs. Donc c'est abricots, noisettes, amandes, raisins secs. Oh là. Tu fais des pâtons de combien là? Des pâtons de 600 grammes. Et en fait, ils perdent à peu près 100 grammes d'eau pendant la cuisson. Ah oui, ok. Donc en fait, ça fait des pains de 500 grammes au final. La pâte, elle a déjà levé pendant 2h30. Ok. Et donc ouais, la période où elle lève juste après le pétrissage, ça s'appelle le pointage. Ouais. Et là, la période, une fois que les pâtons ils sont faits, c'est l'après. C'est pour que l'air s'engouffre dans la pâte? C'est ça. Le réseau de gluten, comment ça fait? Ça fait comme un maillage, comme un vêtement en fait. Et donc les gaz carboniques ils viennent se mettre dans ce réseau. Et donc c'est ça qui permet à la pâte de lever. Ok. Normalement, je devais faire 3 fournées dans la semaine. Et là, on arrive à nos objectifs avec une seule fournée. Tu fais tourner ton four une fois par semaine? Ouais. En fait, c'est top parce que
Ça limite vraiment les coûts. Le four, je l'allume qu'une fois. Le ménage, je le fais qu'une fois. Le pétrissage, je le fais qu'une fois. Donc, je fais des économies d'échelle un peu partout et un gain de temps de fou, quoi. Et donc, vous faites combien par semaine? Enfin, vous arrivez toujours pareil là, pour les mêmes quantités? Quasiment 200 kilos par semaine, quoi. Plus les brioches, et après, les gens, quand ils viennent les chercher ici, il y a une partie qui est pour donc, les gens qui viennent là et une autre partie qui est pour les restaurateurs aussi, non? Il y a un petit restaurant qui nous en prend. Et sinon, il y a le Clic Paysan. C'est une association de producteurs. On est une trentaine de producteurs à proposer des produits. En fait, on se retrouve dans un local, on confectionne des paniers. Et puis après, on va chacun sur un lieu de dépôt et les clients viennent chercher leur panier sur le lieu de dépôt. Okay. Donc nous, on fait les dépôts ici, à la ferme. Ce qui est bien, parce que ça rajoute d'autres produits que le pain. Ouais, ça complète. Donc, ouais, c'est ça. Tout est bio. Et puis ce qu'ils aiment bien, les clients, c'est qu'ils choisissent. C'est pas comme une AMAP, tu vois, où tu as ton panier avec. Tu trouves un petit peu. Qui est déjà fait, quoi. Ouais. Là, tu vas sur le site, tu as envie d'acheter que 1 litre de lait, tu achètes que 1 litre de lait. Les gens, ils peuvent se ramener en disant je prends du lait, je prends du pain, je prends du machin, et tu fais ton truc. Ils aient commandé jusqu'au mercredi soir avant 23h. Okay. Et ils récupèrent leur panier là, le vendredi. C'est une demande aussi au niveau de la bio, là, dans les campagnes. Pour aller pour consommer bio, pour aller à la Biocop, là tu fais 1 heure de route. Là au moins c'est au plus près des gens, quoi. Ouais, c'est ça. Que je sais que le bio est pas en énorme forme avec tous les labels et tout là. Ouais. Vous avez senti un peu, je sais pas, une différence ou quoi, ou au contraire vous ça va, ça se porte plutôt bien, quoi? Nous non. Ouais. Mais les collègues, ouais. Enfin, nous en fait on s'installait, donc nous ça a fait que augmenter. Ouais. Mais parce qu'on s'installe, donc c'est le côté tu démarres et les gens ils sont curieux et tout. Peut-être qu'on va le sentir plus tard, mais là, il paraît que ça se relève un peu. Nous, on l'a pas vu pour le pain, mais par contre, sur le Clic Paysan, il y a eu une baisse. Ouais. C'était la folie pendant le Covid. Les gens sont retournés un peu à l'essentiel, quoi, avec les vrais... Grosse prise de conscience de qu'est-ce que je mange. Et puis, les gens avaient le temps, en fait. Enfin, ont pris le temps, en tout cas. Puis après le Covid, ils ont repris leurs habitudes d'avant. Et puis, toi qui connais bien le monde du bio, est-ce que c'est... Parce qu'on entend souvent dire que le bio est plus cher et tout, est-ce que c'est vrai ou pas ça? Plus cher pour qui, je sais pas. Pour le consommateur. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, quand tu achètes en direct, il y a moins d'intermédiaires. Donc au final, tu t'y retrouves. Là, pour le pain, si tu vas dans une boulangerie, tu regardes le prix au kilo, vraiment. Une baguette, c'est très très cher. Et donc, tu as plein de pain. En fait, si tu regardes, c'est des petites pièces qui sont volumineuses parce que c'est beaucoup d'air aussi. Tu sais, en boulangerie, c'est de la levure. Donc, ouais. Donc, tu as l'impression. Mais en fait, tu regardes le prix au kilo. Vraiment, non, on n'est pas plus cher. Ouais, c'est important de le dire parce que ça, c'est vrai que c'est des trucs qu'on entend assez régulièrement. Quoi. Ouais. Il faut s'intéresser réellement au truc pour comprendre. Après, voilà, les petites boulangeries bobo en ville, je pense que, voilà, tu trouves des pains très chers. Tu te fais allumer, quoi. Mais pour la viande, par exemple, c'est hallucinant. Nous, on trouve de la viande de super qualité. La ferme de la vacherie, là, Antonin, il fait dépôt de pain tous les vendredis là-bas. D'accord. Et donc, on mange trop bien depuis qu'on est installé. Parce que du coup, on a cette viande. Et eux, vraiment, les coûts, c'est beaucoup moins cher qu'en grande surface, quoi. Ouais. Truc d'orange confite là? Ouais, ça c'est fait maison en plus. Regardez, on fait comme un peu un portefeuille. Donc tu prends, je ramène. Ouais. Comme ça? Ouais. Toi tu vas faire ton petit pliage, tu tires vers toi. Oui, j'ai pas besoin de remettre de la farine. Non, il en faut pas de farine. Hop, comme ça. Donc tu tournes ton bâton. Voilà, tu vas rabattre cette partie-là. Ok, vas-y. Et tu vas fermer comme ça, 4 fois. 3-4 fois. En enlevant l'excédent de farine un peu à chaque fois. Voilà, c'est ça. Ok, je ramène là direct. Ouais, et puis c'est bon. Puis maintenant, on la retourne. Ça veut dire qu'on met la clé, ce qui ferme le pain, la clé dessous. Oula, là c'était technique là. Là, tu la retournes pour que la clé arrive dessous. Voilà, nickel. Et puis maintenant, il faut la resserrer. Donc c'est là où c'est un peu plus compliqué. Ah, je vois le petit truc, tu passes dessous. Voilà, c'est ça. Tu tires vers toi et il faut que tu sentes en fait que la pâte se tend. Ouais, c'est technique ça. Mais tu vois, à la fin, elle est bien tendue. Ok. Ça te fait vraiment... Ouais, je passe pas assez dessous, je pense. Il faut que tu passes dessous et en même temps, c'est comme si tu le refermais. Tu vois que tu le... Ah, je vois le truc. Ah, tu l'as. C'est bon, je suis... Et normalement, t'as plus le... Je suis apprenti, c'est bon. C'est ton diplôme. Je répète. Ça, c'est nickel joué. Si, c'est bon. Ouais, belle gosse. Et là, ça, c'est la détente, on va dire. Là, il se détend. Comme farine, en tout, vous avez quoi comme type de farine? Là, nous, on en produit sur la ferme 3. Ouais. Le petit épeautre, le blé et le sarrasin. Ah, sarrasin. Et là, première année, on fait un test, le seigle. Quand tu te lèves,
un matin de fournée. C'est quoi les étapes et tout? Ça te prend combien de temps avant de tout finir, on va dire? Bah en fait, ça se fait presque sur 2-3 jours. Parce que le mercredi, je fais tout ce qui est cookies, les mélanges de graines, les mélanges de fruits secs. Puis après, le jeudi, ça commence par les peser. Une partie de la matinée, c'est faire les pesées, les calculs de quantité, pétrissage. Le temps que j'ai pétri les premières, il passe presque 2 heures et je pétris. Tu peux attaquer. Ouais. Donc on peut presque attaquer. Là, je fais un peu les crackers, tu sais, des plaques pour l'apéritif avec des graines dedans. Ouais. On mange rapidement, c'est un peu trop rapidement d'ailleurs. et puis après on rattaque sur les façonnages et alors ça prend tout l'après-midi. C'est ça, c'est ce que tu es en train de faire là. Ouais. D'accord. Tu ramènes dessous. À chaque fois, il faut que ta clé, c'est-à-dire l'endroit où ton pain se ferme, se retrouve dessous. Comme un tacos. C'est un peu ça. Voilà. C'est pour souder quoi. C'est pour souder. Ok. Et hop, là il est pas trop mal. Je le mets là dessus. Ici, ouais. Et je laisse toujours en écart pour pouvoir plier. C'est quoi le truc que vous vendez le plus? Pain aux graines, peut-être le campagne quand même. Et juste après, le pain aux graines. Et le petit épeautre. Le petit épeautre, c'est la folie. Ça prend combien de temps après à partir de En là? principe, d'habitude, ça prend 2 heures. Mais là, il a tourné hier, donc à mon avis, en 1 heure, ça devrait être... Oh, 1h30, sûrement. Et ça monte à combien de degrés, tu disais? Là, on va le mettre à 263. Alors tu mets combien de pain là, dans une fournée? 18 kilos, je crois. 18 kilos au max? Ouais. Ah ouais. Ah, Ça mais passe tu sais aussi. faire, toi. Regarde ça, c'est magnifique. Je fais un petit peu ma pâte à Ouais, pizza c'est de temps super. en temps. Non, mais c'est T'as ça. un mais boss bien en joué. fait. Ah, mais c'est Émile. Ah, Il t'a Émile, il m'a donné montré des Émile. petits Oh conseils. yes. J'en fais quoi? C'est trop bien. Là, l'année dernière, on a eu une grêle 1 mois avant la récolte. Donc on a... Il y a eu un énorme orage de grêle là. Ouais, c'est ça. Oui, et bah nous, oui. on était vraiment dans un couloir ici. Enfin, on a tout pris. Et donc, en 15 minutes, bah, tu perds toute ta récolte. Enfin, quasiment toute la récolte de l'année, quoi. Et vous êtes indemnisé Non, on a essayé, mais en fait, on est encore trop... On n'est pas encore assez dans la merde pour être aidé. On a bien flippé, mais là, tu vois, on a clôturé l'exercice l'année dernière. Et en fait, ça donne... On a fait moins 1 700 € en produits végétaux. Alors que d'habitude, on devrait être autour de 40 000, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on a la transformation, donc on a les 2 sources de revenus. Donc on met pas tous nos œufs dans le même panier, en fait. Donc si tu veux, ça a permis un petit peu on va dire, de limiter la casse. Réduire un peu Ouais. les... Ouais. Comment vous fixez les prix? Comment tu te dis, je sais pas, le pain de campagne il coûte tant ou comment Ça, ça c'est fait beaucoup les prix qu'il y a sur le marché. Et en fait, après, sinon... Tu t'adaptes à ça? J'adapte à ça. Et après, au début, on a calculé le prix de revient. Ouais. C'est très compliqué et puis ça change tout le temps. Et en fait, là, une année comme ça, j'achète la farine parce qu'on n'a pas eu assez. Enfin, j'achète une partie de la farine parce qu'on n'a pas eu assez de blé à cause de la mauvaise récolte. Ça fausse tous les calculs. Donc en fait, bien souvent, on prend les prix du marché. J'augmente un petit peu, mais j'augmente pas autant que ce que tu devrais augmenter. Ouais, c'est ça. Mais parce que j'ai un petit peu peur de cet effet, justement, on parlait du pain, ouais, c'est trop cher, tout ça. Donc petit à petit, mais il y en a plein. À chaque fois qu'on augmente, et on le dit, les clients disent mais vous avez raison, ouais voilà, vous faites bien, il faut vivre quoi, il faut se payer. La matière première augmente, ouais, voilà. l'électricité, le coût de l'électricité augmente. Comment est-ce que les gens viennent ici? Comment ils vous trouvent? Il y en a beaucoup, c'est le panneau, en passant sur la route, Ah ouais il faut le panneau, ouais. Après internet, le bouche à oreille, Ok. les réseaux sociaux un petit peu. Ça marche, ouais, forcément. Ouais. Combien vous faites de kilos pour les marchés? C'est toujours la même chose? Ça dépend si c'est la fin du mois, par exemple, je fais moins. Enfin, Ah ouais moi, ça se ressent, ouais. Ouais, parce que les gens ont moins d'argent pour acheter. Ouais, s'il va pleuvoir, je fais moins. Ou à l'inverse, là, à un moment de Pâques ou quoi, ou à Noël, il faut faire plus. Et t'adaptes aussi tes produits un peu, genre à Noël J'aimerais bien, j'adore ça, Ouais. faire des nouvelles recettes, mais là, l'année dernière, c'était pas possible. Donc, on verra là, cette année si ça Tu marche fais comme ou tu pas. peux aussi, enfin, Ouais. c'est toujours la course après le temps, quoi. Ouais. Après avoir goûté les délices du pain des fontaines, retour aux sources, au plus près de la terre, avec Antonin.
coup, ici, c'est la zone de stockage du grain, enfin, sur la zone principale de stockage du grain, du blé notamment, de triage aussi. Grosso modo, quand on récolte le grain, quand on moissonne, nous, vu qu'il y en a en bio, il y a quand même d'autres herbes que le blé qui poussent avec. Et des fois, tu as des plantes qui sont pas encore sèches. Ça te fait du vert, en fait, des trucs qui sont encore humides. Et quand tu mets des débris végétaux humides dans ton grain et que tu enfermes ça sous des tonnes de grains, ça respire pas, ça fermente, ça monte en température, ça, c'est pas bon, ça moisit. Enfin, ouais, donc pas bon du tout. Donc pour, le but du jeu, c'est quand tu reçois ta remorque de grains, tu lui fais un premier tri qu'on appelle l'émotage. Donc dès que la moisson est faite, c'est un tri grossier. Mais au moins, ça va virer tous les gros débris, les gros débris végétaux. Tout ça, ça va partir direct. Ouais, d'accord. Donc tous ces trucs qui sont potentiellement humides ne vont pas rester dans le grain et ça fait que tu peux stocker ton grain en cellule. Ça fait 19 tonnes. 19 tonnes, ça? Ouais, on ne dirait pas comme ça, mais ça fait. Oui, ça paraît pas si grand que ça, entre guillemets. Mais... Bah ouais. Nous, on considère, suivant la théorie, qu'on passe 20 tonnes de grains au maximum dans l'année. Tout en sachant que dans ces 20 tonnes-là, il y a au moins 2 tonnes de semences. Au max de ce qu'avait prévu Marie-Lou par rapport à la boulange, ça fait ça. C'est difficile à estimer, ça? La quantité qu'il te faut quand tu commences? Ouais. Ouais, c'est dur, ouais. Bah ouais, et puis en fait, c'est que ça va varier chaque année. L'année dernière, par exemple, on a eu la grêle, donc on a quasiment rien récolté. Mais cette année-là... C'est ce qu'elle nous disait tout à l'heure, ouais. Ouais, l'année dernière, c'était pas drôle. Vu que c'est des blés qui font notre taille, à peu près 1m70, quoi, grosso modo, ils sont plus sujets à l'averse, c'est-à-dire qu'ils se couchent, tout connement. Par rapport aux blés conventionnels qui sont comme ça, qui ont forcément moins de prise au vent et qui se couchent moins facilement. Vous avez des sortes de blés qui sont des sortes anciennes, c'est ça? On a un mélange de 5 variétés et dans ces 5 variétés-là, il y en a qui sont classées anciennes et d'autres qui sont pas modernes, mais pas récentes non plus. Enfin, elles sont entre les deux, quoi, grosso modo. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là, du coup? Souvent parce que c'est des blés qui sont assez panifiables, enfin plus panifiables. Panifiable, ça veut dire quoi, ça? La panification, c'est le fait de transformer en farine et en pain. Et c'est un mélange en fait que mon beau-père il cultivait déjà depuis plusieurs années. Donc en fait, quand on est arrivé, nous, la première année, lui nous avait déjà gardé du stock de l'année précédente. Ah, ok. Donc on a pu commencer direct avec du grain qui était labellisé bio, parce que mon beau-père était en bio, et puis qui poussait là, sur les parcelles, quoi. De base, toi, c'est pas forcément ton domaine. Non. Toi, c'était plutôt le maraîchage. L'idée, c'est ce que tu voulais faire. Ouais. Comment ça s'est passé un peu au début, quand vous avez lancé tout ça? C'était quoi, toi, ton ressenti un peu? Tu t'es dit que c'était possible? Comment ça s'est passé? Oui, je me suis dit que c'est possible parce que si je me dis de base, si quelqu'un d'autre y arrive, voilà. Pourquoi je suis pas plus con qu'un autre, donc pourquoi pas nous? techniquement, je peux y arriver. Grosso modo, ça a été de la panique. Voilà, pour être honnête. De la panique parce que moi en maraîchage je trouvais ça cool, mais on avait un petit tracteur avec des tout petits outils qui font 1m20. On n'allait quasiment jamais sur la route parce que toutes les parcelles en maraîchage souvent c'est tout autour de la ferme et il n'y a pas gros à faire en tracteur en plus et c'est pas ce qui me passionnait non plus le tracteur. Tu vois. On avait le projet de s'installer elle en tant qu'artisan boulanger, enfin artisane boulangère. Et moi avec un copain en maraîchage, le copain c'est vraquer le dos, donc fini le maraîchage pour lui. Moi maraîchage tout seul, c'est pas la peine, c'est pas envisageable. Donc du coup on a eu l'occasion de reprendre la ferme et puis on s'est dit pourquoi pas. Moi voilà, j'ai déjà une expérience de l'agricole. Les grandes cultures, je voulais pas en faire. Quand j'étais en maraîchage, j'avais dit que j'en ferais jamais. Donc voilà, jamais dire jamais, maintenant je suis céréalier. Mais au final, t'apprends. Il y a des gens qui sont là pour te conseiller de toute façon. Il y a mon beau-père. Vite, il y a eu 2 collègues conventionnels, pareil, qui sont venus me donner des coups de patte, qui sont venus m'aider, me dire comment régler tel outil. Il n'y a pas d'opposition comme ça quand tu dis moi je veux faire un truc bio? Les conventionnels sont aussi OK pour filer des coups de main et pour apprendre. Ouais. Et ça, c'est peut-être parce que c'est pas des brutes. Enfin, ces deux-là, en tout cas, voilà, on va pas faire une généralisation. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, ces deux-là, il y en a un qui nous fait les moissons, qui faisait les moissons de Patrick aussi. Donc eux, ils avaient déjà un rapport, ils se connaissaient. Patrick qui est le père de Marie-Lou qui avait donc avant. Ouais, c'est ça, mon beau-père. Et du coup, non, en fait, ils ont été hyper ouverts. Et encore aujourd'hui, ça arrive que je les appelle l'un ou l'autre pour leur demander, là, je sais pas si c'est le bon moment en fonction de la texture de la terre pour tel travail du sol, ou alors la plante elle est à peu près à tel stade, enfin tu vois. Est-ce que je peux faire telle opération? Et puis ils me disent oui, non, viens, on va voir. Dès le début, vous aviez ce truc de dire on va être paysan boulanger? Ça, c'était dès le début, ça a été l'idée de base qui a cimenté tout ça. Ça a été la boulange et du coup la paysannerie. Ça a du sens surtout. C'est que tu sais pourquoi tu te lèves. Déjà, tu vois toutes les étapes, tu peux parler du produit fini aux gens parce que tu le connais. Je considère que nous, on a un peu plus de légitimité à parler de la qualité de notre pain. Parce qu'on sait exactement ce qu'il y a dedans. Tu n'étais pas destiné au début à faire ça, c'est ce que tu disais. Tu as fait quoi au début? Bac S, après j'ai fait un BTS SCBH, c'est Système Constructif Bois et Habitat.
Donc grosso modo, ça va être conception de tout ce qui est structure bois. Donc j'ai fait ça, un BTS, une licence pro en construction bois toujours. Après j'ai bossé pendant 3 ans ou 3 ans et demi en bureau d'études charpente. Et après reconversion, maraîchage pendant 3 ans. Sachant que pendant la période de maraîchage, j'ai fait un peu moins d'1 an de maître d'œuvre. C'était un hangar métallique, conçu, fait les plans, fait les devis, enfin voilà, fait tout le tralala. Toute la maîtrise d'œuvre pour faire une chambre froide en bois et paille de 120 mètres carrés et barder un hangar comme ça. Je suis content d'avoir le bagage bâtiment. Ouais, tu m'étonnes. Ça, C'est que les deux sont un peu liés, quoi. C'est que t'as toujours besoin d'avoir ce savoir-faire-là dans ta ferme. T'as toujours besoin de système D. Faut toujours, ouais, voilà, t'as toujours besoin de bricoler un petit machin à un moment ou à un autre. Si tu comptes tout le temps sur quelqu'un à l'extérieur, t'avances pas. Et ça te coûte un pognon dingue. En plus, c'est que ça te fait dépenser. C'est que ça coûte très très cher. Et ben, mon quotidien, en fait, c'est par phase. Il y a des périodes de l'année où c'est 7 jours sur 7. Après, les horaires peuvent varier en fonction des températures, en fonction de... Il y a plus de pluie, moins de pluie, voilà, je peux rentrer dans les champs ou pas. Le boulot, ça commence à partir de mi-février pour commencer certains labours dans les champs. Et tu t'arrêtes pas avant première quinzaine de juin. Grosso modo, il y a peu de temps mort. Enfin moi en tout cas, par rapport à mon organisation, à la surface qu'on a à faire, à la taille de nos outils, etc. Et au nombre d'emmerdes qui te tombent dessus pendant toute cette période-là. Donc grosso modo, ça fait ça. Ça fait mi-février, mi-juin. Après, de mi-juin à mi-juillet, on est plutôt dans les moissons. Moi, c'est pas une période qui est trop intense parce que je fais pas le battage. On n'a pas de moissonneuse, donc je récolte pas. Je fais faire. Le grain, il sera stocké dans le bâtiment. Soit il est stocké, il est bien trié et stocké, auquel cas j'ai plus qu'à le sortir de la cellule, le mettre dans la brosse à grains. La brosse à grains, c'est ça, grosso modo, c'est comme un tambour de machine à laver qui est perforé. Et dedans, il y a des balais métalliques qui vont venir frotter le grain contre le tambour. Et ça peut casser les petits grains creux, et puis c'est surtout que ça va le nettoyer. Tout ce qui peut être mycotoxine, éventuellement des champignons qui pourraient être posés dessus, enfin des moisissures, s'il y a de la terre, s'il y a une petite graine collée dessus, peu importe. Le grain, il sort de la brosse à grains, il tombe dans le tube qu'on voit là, c'est une vis, pareil, c'est une vis. Le tube qui est là, qui remonte là, ouais, qui remonte, voilà, c'est sa grille là. Donc il passe là-dedans, et là-haut, il arrive dans une trémie, un peu plus grosse que celle qui est au-dessus de la brosse là. Ouais. Et cette trémie-là, elle est au-dessus du moulin. Donc ça va faire une réserve de grains et ça va alimenter le moulin en continu, quoi. Okay. Donc ça, c'est la partie stockage, nettoyage du grain, et après, du coup, il y a la partie meunerie. On doit être en farine de blé autour de 5 tonnes de farine, je dirais, à l'année pour l'instant. Ça, c'est des sacs de semences. Ouais. Ici, c'est bien au sec, il n'y a pas de bestiole qui passe, enfin, je suis bien, c'est bien fermé. Il n'y a plus d'animaux ici, donc il n'y a plus de fumier à mettre dans les champs pour ramener à manger aux plantes. On va essayer de se débrouiller à semer des plantes qui vont elles-mêmes, en se dégradant ou en poussant, donner à manger à la culture qui viendra après. C'est des plantes un peu magiques, quoi. Ouais, c'est incroyable. Grosso modo, en poussant, juste en grandissant, elles donnent à manger à celles qui sont autour. C'est une folie. Donc c'est plutôt cool. Tu bosses les familles de plantes, enfin voilà. C'est intéressant, enfin, du coup, au niveau de la culture et tout, c'est hyper intéressant. Ah ouais, mais c'est là où tu te rends compte que... C'est immense. C'est immense. Ouais. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est que du coup, t'en as jamais fini. Ouais. Jamais tu rencontres des agriculteurs qui ont 45 ans d'expérience, ils disent qu'ils continuent à apprendre. Et ils ont pas tort. Alors, celui qui te dit qu'il sait tout, c'est un menteur. C'est rarement voilà. Bon signe, j'avoue. Donc du coup, voilà, on va jouer sur certaines familles de plantes. Ça va refaire de la nourriture pour la plante qui viendra après. Ouais. Et du coup, les engrais verts, c'est un peu technique. Et moi, je maîtrise pas encore du tout, hein, mais je vais m'entraîner. Et il y a aussi le fait d'avoir la semence, parce que ça coûte cher. Donc moi, cette année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai semé plein de petites parcelles avec plein de plantes différentes, pour me faire de la semence, pour l'année prochaine avoir mon stock. Encore une fois de l'anticipation. Pour pouvoir, bah oui, et puis nous, toujours. Quand tu réfléchis en grande culture, c'est 1 an minimum. C'est voilà, à cette échelle-là, quoi. La boulange, c'est 1 semaine, grosso modo. Toi, t'es déjà... moi, c'est 1 an. Ouais. Alors du coup, ça, c'est le moulin. Ouais. On en revient au cheminement du grain de tout à l'heure, avec la trémie qui est au-dessus. Une trémie, c'est ni plus ni moins que ça. C'est un fond conique, enfin conique, à 4 faces, quoi, grosso modo, mais ça permet d'avoir un écoulement du grain. Là, tu as une meule tournante en granit, donc la même pierre que celle-là, sauf que celle-là, elle est ronde et tombe. Le grain, lui, du coup, il arrive au milieu de la pierre et on dit qu'il est déroulé. Donc lui, il va de l'intérieur de l'axe de la pierre vers l'extérieur et en fait, il est écrasé. Voilà, il est moulu. Quand il tourne, tu vois la farine, ici, qui vole. Donc la farine, elle se fait là-dedans. Ouais, là, ici, c'est la mouture, donc c'est l'écrasement du grain. D'accord. Ouais. Là, le grain, il est réduit à l'état de farine et de son, du coup, donc il y a la mouture. Ça passe dans la petite goulotte métallique qui est là, et après ça atterrit dans la bluterie. Ça, c'est de la bluterie. C'est là où tu vas voir le tamis. Donc
Donc le tamis est là. La mouture arrive à l'intérieur du tamis. Après le tamis, lui, il tourne sur lui-même. Le petit clac qu'on entend, c'est qu'il y a des... Là, tu vois, il y a des axes métalliques. Il y a un petit palais blanc qui coulisse. Et en fait, en coulissant, ça fait vibrer la toile. Ça permet d'éviter les bourrages. Ah, C'est d'accord. tout con. Ah oui, d'accord. C'est important. C'est- Parce qu'en fonction de l'humidité de ton grain, ta farine elle va être plus ou moins grasse, plus ou moins humide, et elle va plus ou moins colmater ton tamis. Ça, c'est des machines qui sont modernes, du coup. Oui. C'est des modèles qui datent d'il n'y a pas si longtemps, je pense. Et ben en fait, le principe est assez vieux. C'est un moulin type Astrier. Astrier, c'était 2 frères, c'était leur nom de famille, les frères Astrier, Qu'on donnait le nom. qui ont donné nom au principe, qui fait que le moulin, quand il n'y a plus de grains, il s'arrête. Si jamais la meule elle chauffe pour une raison X ou Y, elle s'arrête. Enfin, le moulin s'arrête. Si jamais les 4 sacs de farine sont remplis, il s'arrête. Ouais, donc, donc c'est grosso modo, un peu autonome. Tu mets du grain et tu reviens quand c'est fini. Une Ah fois ouais. que les 4 sacs sont pleins, hop. Bon après faut gérer le son, enfin voilà, faut gérer Ouais, bien sûr, les ouais. déchets. Mais t'es pas là avec ton petit marteau écraser ton grain de blé. Quoi. Ouais, Là, ouais, ça ouais. se fait vraiment tout seul et Ok. c'est vraiment cool. Et au final, c'est pas si complexe que ça comme machine quoi. Donc nous on a 2 tamis. Lui c'est le T65 pour faire de la farine type 65. Ah, ça vient de ça Quand on achète la farine, acheter de la T55 pour faire de la pizza Et ou ben un si truc tu comme veux, ça, c'est que le maillage est plus fin que pour le tamis en T80. Le tamis en T80 il est là-bas. Ah, ça vient Donc de là, les d'accord. mailles sont un peu plus grosses Ah, ok. que ça. Et le type, donc le T ça veut dire type, Mhm. c'est une histoire de taux de cendre qui reste une fois que tu prends ta farine, que tu la fais brûler, Ah ouais. il te reste un taux de cendre et le type 65 ça correspond au taux de cendre 65. D'accord. Et donc là, vous avez deux types de farine. Ouais, on peut faire 2 types de farine parce qu'on a 2 types de tamis. Ici la farine, elle est extraite dans la buterie, elle tombe dans le fond. Dans le fond, il y a une vis sans fin. Donc là, ça pousse la farine en l'occurrence. Mhm. Et quand le premier sac, il se remplit, il est plein, ça colmate ici, ça passe au deuxième, etc. Jusqu'au 4e. Et sur le 4e, il y a un capteur d'arrêt qui est derrière. Là. Il y a un petit truc. Et quand la farine est suffisamment haute, ça fait pression sur ce capteur-là. Et ça coupe les jus, enfin, ça coupe le moteur. Ah ouais. Grosso modo, pour de la T65, là, je dois faire les 4 sacs en 48 heures, je dirais que ça le fait. 48 À peu ans. près. Et Ouais. c'est des sacs de combien de kilos, t'as dit 25 à peu près. 25 kilos 25, ouais. D'accord. Donc voilà, et puis la farine, bah voilà, une fois que les sacs sont prêts, je les emmène là-bas, j'en mets des nouveaux, et c'est reparti. Et c'est directement. Et après, il y a un temps où il faut la laisser peut-être reposer. Ouais, tout Marie-Lou, comme ça. elle aime bien qu'il y ait 3 semaines. Donc voilà, Trop cool. la meunerie. Du coup, mélange de 5 variétés. Il y a du rouge de Bordeaux, rouge de Roc, Togano, Ronan et Chevalier. Tu peux mélanger Les sur la même. grains sont mélangés dans le semoir. À la récolte, tout est mélangé. Moi, quand je prélève une partie du grain pour en faire de la semence, du coup, c'est trié, mais tout est mélangé. Après, c'est traité. On les traite contre certaines maladies. Il y a la carie, enfin, il y a des maladies qui peuvent faire pourrir ton grain, quoi. Sur le seigle, on a l'ergot qui est utilisé pour faire du LSD, Mhm. notamment. Donc, Ok. tu essayes d'éviter qu'il y en ait dans ton champ. J'imagine. Voilà. Il y a des exemples en France de villages où il y avait de l'argot dans le seigle. Le boulanger a fait du pain Utiliser ça. avec. Ouais. Et il y a des exemples de personnes qui se sont défenestrées. Il y en a d'autres qui Ah ouais, ont le dansé pendant 24 ou 48 heures. Il y a la municipalité qui leur a mis des estrades à disposition pour pas qu'ils se fassent mal, qu'ils puissent continuer à danser. Il y en a qui sont morts d'épuisement. Ah ouais, ok. truc de Ah oui, t'as dingue. pas envie que ça t'arrive. Donc franchement, pas d'ergot. Mais voilà, on fait quelques petits traitements qui sont autorisés en bio. En règle générale, c'est du vinaigre blanc. Et puis des fois, tu as un produit à base de cuivre, pareil, pour tout ce qui peut être champignon, quoi. Donc pas de pesticides. Non, enfin tout bio. Semis, c'est à partir de novembre. T'essayes de commencer en novembre et tu sais pas quand tu finis, en fonction de la météo. S'il y a trop d'eau, bah t'attends que ça sèche pour pouvoir semer, tout bêtement. Tu t'adaptes. Et si tout va bien et que c'est sec, c'est suffisamment sec, bah tu peux faire ça pendant tout novembre. Et puis ça dépend de ta surface aussi. Mais grosso modo, voilà, de novembre à fin décembre. Et là, sur cette récolte de cette année, comment tu le sens Je toi t'avoue que c'est un peu... Bon déjà j'ai pas beaucoup d'expérience, ça fait que 3 ans qu'on est installé, 3 ans et demi. Ouais. Et l'année dernière on s'est pris un chaos quasi total, donc j'ai plus de référentiel en tête. Ah oui, d'accord. Si ce n'est le mode détruit. Ce qu'on sait par rapport aux sécheresses qu'on a eues les 2 premières années, c'est que ça c'est un blé qui fait à peu près 20 quintaux, on va dire en moyenne, donc 2 tonnes hectare, 2 tonnes de grains hectare. Les années sécheresse, on a fait 18 quintaux.
Donc on a fait 1,8 tonne. Donc on a eu vraiment une toute petite perce, quoi. Les conventionnels qui peuvent faire, on va dire, 70 quintaux hectares, 7 tonnes hectares, avec les sécheresses, et ben ils peuvent passer à 50. Donc eux, ils perdent carrément 2 tonnes hectares. Ils perdent le rendement de ce que nous on fait en temps normal, grosso modo. Donc nous, c'est des faibles rendements, mais qui sont constants, que ce soit sécheresse ou pas, c'est constant. On cumule certaines capacités, enfin c'est une certaine résilience, mais on a un rendement qui n'est pas top. Un conventionnel ne voudra jamais semer ça parce que lui, il ne pourra pas faire suffisamment de rendement, payer pas cher en COP. Enfin voilà, vu que le blé est pas payé cher, eux, ils veulent en sortir le plus possible à l'hectare pour gagner le plus possible à l'hectare. Nous, ça, cette réflexion-là, on s'en fout, clairement, parce que celui-là, on le garde pour nous et après, on le valorise en boulange. Et là, on fait une grosse valeur ajoutée sur le blé. Donc on fait peu de rendement, mais sorti en pain au bout de la chaîne, c'est bien valorisé. Quand on t'écoute parler, t'as un discours qui est clair sur la façon de le faire, sur l'envie de faire ça intelligemment, on va dire. Par contre, t'es pas en opposition avec l'agriculture conventionnelle. Non, bah ça servira à quoi d'être contre eux? Tu pourrais, non mais tu vois, tu pourrais, ouais. Alors, non, mais on veut pas rivaliser, nous, de toute façon. Oui, mais même dans le... On sent que tu vois, tout à l'heure tu me disais qu'il y en a qui te donnaient des coups de main, que c'est pas forcément deux mondes qui sont en opposition, mais que parfois on peut s'entendre aussi là-dessus, quoi. On est tous dans la même galère, on est tous tributaires du climat. Après, on a des façons, des procédés culturaux qui sont différents, ça c'est clair. On a des objectifs qui sont différents aussi, c'est clair aussi. Mais dans tous les cas, on est tributaire du temps, on sait tous ce que c'est que de galérer, d'avoir chaud, d'avoir froid, enfin, on est tous logés à la même enseigne. Après, voilà, eux, ils sont dans un système qui est très financier. Voilà, il faut le dire, il faut dire ce qui est, gros matériel, gros emprunts à rembourser, donc il faut sortir pas mal de sous, donc il faut faire des rendements pour sortir des sous. Voilà. Parce qu'eux ne font pas forcément de valorisation, de transformation. Dès que tu fais une transformation, tu valorises beaucoup mieux, c'est évident. Mais c'est un atelier, c'est des capacités, enfin des connaissances, et c'est du temps. La mécanisation, elle est, j'imagine, un peu obligatoire. Oui. Mais à quel point tu te dis on s'arrête là en termes de mécanisation? Nous, on est parti avec un parc matériel existant qui était complètement adapté par rapport aux surfaces, à la puissance des tracteurs, etc. Patrick, mon beau-père, il avait quand même bien étudié la chose. Et on a tous nos outils, c'est du 3 mètres de large. Donc certes, quand tu fais 10 hectares, tu trouves le temps long. Mais à côté de ça, c'est du matos qui coûte beaucoup moins cher. Parce que dès que tu veux passer en 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, il faut changer de tracteur. Je crois qu'une règle de base, c'est genre 1 000 € du cheval. Donc quand tu achètes un tracteur pour tirer, je sais pas, du 6 mètres, admettons, il va falloir, je dis des bêtises parce que je suis pas un pro de ça, mais il va te falloir 200 chevaux, tu as un tracteur à 200 000 €. Plus un matériel en 6 mètres où tu tapes dans le 10 000 € du mètre. Donc 6 mètres, 60 000 €. Voilà, donc tu es sur 260 000 € pour un tracteur et un outil. Donc forcément, pour rembourser 260 000 balles pour un tracteur et un outil, bah faut en sortir du blé. Sachant que depuis que la nourriture, elle est cotée en bourse, enfin, depuis que les céréales, les grandes cultures sont cotées en bourse, et ben tu es soumis à la loi du marché. Ce qui fait que c'est pas toi qui décides de tes prix de vente. Nous, en pain, c'est nous qui décidons du prix de vente. Alors on est aussi tributaire du pouvoir d'achat des gens autour. Je veux dire, c'est pas nous, on va pas dire allez c'est 10 € le kilo parce qu'on a décidé que c'était ça. On a commencé à peu près sur les mêmes prix que les autres, peut-être un chouïa plus cher parce que nous on a plus d'investissements à rembourser que d'autres qui sont installés depuis quelques années. Et puis d'année en année, tu regardes l'augmentation des prix du GNR, du gasoil non routier. Toutes les énergies, elles augmentent, donc forcément, toi, tu consommes à peu près toujours autant d'énergie. Donc soit t'encaisses ça, donc c'est ta marge qui diminue, soit tu la rebalances sur le consommateur final. Nous, on a choisi, on a fait un entre-deux. On en a pris une partie en compte, pour notre pomme, grosso modo, et on en a retransvasé une partie sur le client. D'après le retour des clients, en mars, on a augmenté un petit peu les prix. Il y en a la moitié qui m'a dit de toute façon je ne regardais pas le prix avant, donc je ne vais pas le regarder maintenant. Et l'autre moitié qui disait de toute façon il faut que vous viviez et nous on veut que vous continuiez à nous faire du pain, donc on s'en fout. Ça doit être... Donc ça fait du bien. Enfin, tu te sens soutenu. Ça te conforte dans ton idée de c'est ça, tu dis que les gens ont compris que ton taf avait du sens, que eux ça leur apporte quelque chose, qu'ils voient ce qu'il y a derrière, parce que moi je leur en parle, je les sensibilise à tout ça. Il faut, je pense, il y a vraiment ce truc-là de réfléchir et d'avoir une philosophie derrière votre activité, on va dire. Puis on peut bifurquer sur les MAEC, les mesures agro-environnementales et climatiques. Nous on a une vingtaine d'hectares sur 90
où on a des contrats avec le GOTS. Le GOTS, c'est le groupement ornithologique des Deux-Sèvres, qui a des parcelles où on n'a pas le droit, donc c'est des prairies, il faut semer une prairie, grosso modo quand on part de zéro pour faire le contrat, on sème une prairie. On n'a pas le droit de rentrer avec des véhicules à moteur dans ces parcelles, mais c'est mi-mai, fin août. Ça correspond aux dates, aux créneaux de nidification de certains oiseaux protégés, ici. Notamment une qui est bien connue. L'outarde canepetière, mais il y en a d'autres. Il y a le dicnémpliard, il y a le busard cendré. Et puis celle qui est la plus connue, l'outarde, parce que c'était celle qui avait fait débat avec les bassines. Avec Sainte-Soline. Voilà, avec Sainte-Soline. Notamment. Donc du coup, on a une vingtaine d'hectares qui sont protégés, entre guillemets, dans lesquels aucun véhicule ne rentre pendant la nidification. Donc les animaux peuvent pondre, élever leurs petits et repartir. C'est des oiseaux en partie migrateurs. L'outarde, elle est migratrice. Donc le but du jeu, c'est qu'elle fasse ses oisillons, qu'elle arrive à les élever et à repartir. Pourquoi c'est important pour vous là de... La biodiversité ? Ouais. C'est que sans ça, on n'aurait plus de vie. Nous, on a besoin de pollinisateurs, clairement, si on parle que de eux. Grosso modo, on n'a pas de produits à mettre dans nos champs. Donc on ne peut pas faire de lutte chimique contre certains types de ravageurs, contre certains insectes. Du coup, on sait qu'on va avoir des ravageurs, on ne peut pas l'empêcher, c'est la nature. C'est la nature. Si t'as pas l'auxiliaire qui vient avec pour le canaliser, on ne parle pas de l'éradiquer, parce que la chimie, c'est table rase. Nous, c'est juste réussir à trouver un équilibre. Les ravageurs vont consommer une partie de la récolte, les auxiliaires vont consommer une partie des ravageurs, et tant que ça reste dans un équilibre et que nous, on arrive à récolter ce qu'il nous faut pour pouvoir en vivre derrière, ça nous va. Le constat qui est assez simple, c'est qu'on vit avec la nature et on ne vit pas contre. Ça sert à rien de lutter contre elle parce qu'elle est là depuis plus longtemps que nous. Et puis elle sera là peut-être probablement après nous. Et elle sera sûrement là après nous aussi. Il y a de grandes chances. Voilà, c'est un équilibre. Je crois que c'est le maître mot, l'équilibre. À quel point le réchauffement climatique a de l'importance dans la vie d'un agriculteur? Les phénomènes de sécheresse ou de pluie qu'on va avoir, j'écoute quand même un petit peu les scientifiques, c'est pas forcément qu'ils vont être plus rudes, c'est qu'ils vont être beaucoup plus fréquents. Nous, en fait, ce qu'on dit en agriculture, c'est qu'on aime tous les temps. Il faut juste qu'ils bougent, il faut juste que ça change. Voilà. Quand c'est que du sec ou que de la flotte, forcément, ça dérègle la plante d'un côté ou de l'autre, quoi. Donc oui, moi, ça me fait flipper. Je ne le cache pas, j'y pense quand même beaucoup. Nous, pour essayer de vivre avec, grosso modo, ça va être utiliser, ça on a du bol parce qu'on l'a déjà, mais utiliser des variétés qui sont plus résistantes aux sécheresses, moins de rendement toujours, mais toujours plus adaptables. Et puis après, ça va être décaler des dates de semis, semer peut-être un peu plus tard, un peu plus tôt, pour essayer de profiter de certains créneaux où on sait qu'il y a de l'eau. On sait qu'il y a plus d'eau, je vais dire une bêtise, mais en mai qu'en juillet. C'est schématique encore une fois. Ouais, non, mais oui, ça donne un petit exemple. Mais voilà, tu vas semer un peu plus tôt, un peu plus tard, pour essayer de profiter pendant certaines périodes de croissance de ta culture, quel est un maximum d'eau, par exemple. C'est surtout l'eau qui va manquer, quoi. C'est pas les trop d'eau, ça va sûrement être de moins en moins, quoi. C'est la question centrale. La gestion de l'eau on sait qu'ici en Deux-Sèvres, c'est une question qui est particulièrement ça fait débat. Particulièrement intéressante, quoi. Ouais, okay. Alors nous, on n'est pas pour faire partie d'une bassine, on n'a pas de matos d'irrigation et on n'a pas envie d'en acheter parce que j'ai pas envie de m'en rajouter en temps et de m'en rajouter en crédit sur le dos parce que ça coûte très cher l'irrigation aussi, il faut pas se voler la face. Donc encore une fois, je préfère bosser avec la nature que contre. Donc on va essayer de faire peut-être des cultures, des plus petites surfaces de certaines cultures, les diversifier un petit peu, essayer de les valoriser différemment plutôt que de faire du tournesol pour l'envoyer en coopérative et être payé au lance-pierre. Et je vais le garder moi, faire des plus petites surfaces, le garder moi, et puis du coup le valoriser en vente directe. Ce qui me permettra de vivre plus longtemps et de pouvoir continuer à faire ça. Ouais, toujours avec cette logique. Toujours s'adapter par rapport aux variétés, au type de culture. Puis on croise les doigts, on fait la danse de la pluie. Merci à Marie-Lou et Antonin pour leur accueil. On se retrouve très vite dans un prochain épisode des Pieds de Vigne.